Pierre-Yves Lenoble, Le chemin vertical. Voyages mythiques et quêtes initiatiques. Essai aux éditions Fiat Lux, collection Principe. Chapitre 1. La sagesse populaire. En se plaçant dans une perspective plus générale, il est selon nous utile de rappeler qu'en tant que constante anthropologique, le mythe peut se définir comme la mise en symbole explicite et en image édifiante des grands principes métaphysiques, ontologiques et cosmologiques. Dès lors, il est facile de constater que chaque existence humaine ou chaque cycle civilisationnel peut être comparé à un long cheminement truffé d'embûches. De la même manière que l'on parle communément d'être rattrapé par la mort, comme si elle nous poursuivait en courant, ou encore de la course des astres ou de la marche du temps. D'ailleurs, le mot grec théos, d'après Platon, vient du verbe théin, qui signifie courir. Au demeurant, combien de héros mythologiques ou de divinités, dans leur tribulation, ont incarné aux yeux des anciens peuples, qui ne confondaient pas l'objet solaire Hélios et son image idéale Apollon, pour reprendre l'heureuse formule de Plutarque, le cycle annuel du soleil. En ce qui concerne la vie des peuples et l'histoire profane, les mythes ont pour fonction principale de conférer à l'homme une vision suprahumaine du monde, de créer un paradigme sacral, unicitaire et incontestable, qui est la base nécessaire à partir de laquelle se fondent toutes les communautés humaines. Le mythe, en tant que transcendance immanente, explique la création du cosmos, rend intelligibles des principes métaphysiques difficilement communicables, qualifie tous les actes du quotidien, permet l'identification individuelle à des êtres surnaturels, justifie les rites et les comportements religieux, confère un surplus d'âme aux choses et fait office de lien fédérateur entre tous les membres du groupe, attirant l'ensemble des regards vers le haut, dans un horizon commun proprement eschatologique. Dans cette optique, en plus d'être un fort ciment socio-religieux, le mythe apparaît avant tout comme une soteriologie collective à visée supra-individuelle. Sans l'apport d'un mythe clanique en tant que conscience collective omniprésente, la négantropie sociologique et la flamme civilisatrice qui extrait l'homme de l'animalité n'ont qu'une chance de se développer. Et si l'on se penche sur les récits historiques et les vestiges du passé, on s'aperçoit que toutes les civilisations humaines, notamment les plus illustres, Sumer, Babylone, Inde, Perse, Égypte, Chine, Grèce, Rome, l'Europe médiévale, sont nées, ont connu leur apogée, puis se sont éteintes au même rythme que leurs dieux tutélaires et leurs grands mythes respectifs. En outre, nous tenons tout de même à préciser que, selon notre point de vue, les trois monothéistes abrahamiques, soit ce que l'on nomme plus génériquement les grandes religions, constituent la mise à l'écrit de grands épisodes symboliques et autres récits universels, et peuvent être parfaitement classés parmi les mythes. D'ailleurs, remarquons qu'aucun acte religieux et plus généralement tout ce que l'on range sous le terme de sacré ne peut se passer de l'apport d'un mythe en amont. La religion est elle-même engendrée par une histoire sainte, qui en tout point s'apparente à un récit mythique. Alors que celui-ci se suffit à lui-même et peut parfaitement se passer de religion. Au niveau des élites spirituelles et temporelles, c'est encore les mythes et leurs différents événements marquants qui ont habillé extérieurement et constitué la trame de l'ensemble des mystères initiatiques pratiqués aux quatre coins de la terre. Ceux-ci se sont toujours appuyés sur les aventures et les épisodes d'un récit mystique tutélaire dans l'élaboration de leur enseignement et pour l'organisation des épreuves et autres cérémoniels. Le processus d'initiation, appelé aussi la voie de façon caractéristique, et dans la même veine, les épreuves maçonniques sont surnommées voyages, qui s'est toujours déployé autour du principe d'une mort à ce monde, couplée d'une renaissance à l'autre, a ainsi pour but de dévoiler graduellement les vérités ésotériques et universelles contenues dans un mythe, cachées derrière leur forme d'exposition variée, bien qu'isosémantique. De fait, il semble clair que le mythe, avec ses divers développements rituels et culturels, a partout et toujours constitué pour les collectivités et les individus
le chemin vertical par excellence, et ce, à tous les niveaux de compréhension. Du point de vue socio-historique ou exotérique, il assure le passage du tous contre tous, horizontal et anthropique, à un ordre hiérarchique vertical et viable. Du point de vue initiatique ou ésotérique, il donne le scénario et le cadre imaginal qui accompagnent tous les néophytes lors des différentes étapes symboliques de leur parcours ontologique. En un sens, on peut dire que le peuple reçoit passivement le mythe de l'extérieur, alors que l'initié le vit activement de l'intérieur. Mais dans les deux cas, la pensée mythique aura toujours pour fonction d'extraire l'âme humaine de son champ de perception habituel, sensible, pour la soulever en direction d'un ailleurs extramondain, intelligible. À notre époque postmoderne, pleine de mythologie artificielle et futile véhiculée par tous les canaux de la société du spectacle, mais entièrement désenchantée et dépourvue de véritables mythes traditionnels, les modes de participation à une vision intégralement sacrale du monde ont disparu. Les hommes ne vivent plus leur mythe tutélaire, ceux-ci ne pouvant désormais être appréhendés qu'à travers les fragmentaires résidus sans vie de l'écrit, de l'archéologie ou du folklore. Ainsi, textes sacrés, contes de fées, légendes locales, épopées nationales, traditions populaires, sans oublier l'architecture et les arts plastiques, constituent les derniers vestiges de la Weltanschauung mythique et sacralement orientée, qui a été adoptée par l'ensemble des anciennes civilisations traditionnelles mortes depuis un long moment. Il n'est pas inutile ici de rappeler ce qu'écrivait René Guénon au sujet du folklore, à savoir que les traditions populaires, bien loin d'être d'origine populaire, ne sont pas même d'origine humaine. En effet, le peuple, du fait de son inertie et de sa médiocrité intrinsèque, n'invente et ne crée rien. Il est composé de ceux à qui il est seulement demandé de croire, et est toujours soumis à une petite élite dirigeante, soit ceux qui sont les dépositaires de la connaissance et de la force. Il est comparable à une matière première passive, lunaire pourrait-on dire, conditionnée par une forme qualitative extérieure et supérieure à lui. En revanche, par sa très conservatrice fidélité intergénérationnelle aux vieilles traditions orales et aux croyances des aïeux, le peuple est un excellent gardien inconscient des ancestraux thèmes mythologiques et leurs symboles initiatiques, qui étaient autrefois opératifs et dont il ne reste aujourd'hui que la coque extérieure vidée de sa substance vitale. Le grand historien des arts et des religions, Ananda Coomaraswamy, critiquant à juste titre l'aveuglement rationaliste des sciences humaines actuelles, qui refusent de voir la profondeur et l'universalité métaphysique des anciens mythes, classés sans respect au rang de fables inventées de toutes pièces ou de superstitions sans fondement, faisait observer, ouvrez les guillemets, lorsque la culture bourgeoise des universités est ainsi réduite à un niveau de connaissance purement empirique, c'est seulement dans les superstitions de la paysannerie qui ont été suffisamment fortes pour résister aux efforts subversifs des éducateurs que survit une sagesse authentiquement humaine et souvent en fait suprahumaine, même si elle est inconsciente et si la forme qui l'exprime est fragmentaire et naïve. On trouve par exemple dans les contes de fées traditionnels, mais en aucun cas dans ceux qui ont été écrits par des hommes de lettres pour les enfants, une sagesse qui est totalement différente des significations ou des inepties psychologiques des romans contemporains. Fermez les guillemets. En effet, la sagesse des anciens exprimait un mode de pensée unicitaire et synthétique, essentiellement tourné vers l'ontologique et le monde invisible, soit tout le contraire des sciences actuelles, dispersées et analytiques, unilatéralement préoccupées par la matière solide, ce qui faisait judicieusement dire à Goethe que, ouvrez les guillemets, l'on trouve souvent plus de sérieux chez les ancêtres qui ont posé les fondements de notre existence que chez les descendants qui dépensent cet héritage. Fermez les guillemets. Au surplus, nous ferons remarquer que la fonction de conservation attachée au peuple se retrouve également dans le fait que de nombreux protagonistes de contes et légendes sont en fait
d'authentiques divinités qui ont été connues et adorées par des civilisations anciennement disparues et dont la forme a évolué avec le temps. Le folkloriste Henri Dontenville en a notamment offert une belle illustration en démontrant que notre bon vieux géant Gargantua n'est autre qu'une déformation progressive de l'archaïque dieu solaire indo-européen Gargan, et que plus généralement, fées, ogres et autres vouivres de nos campagnes sont de lointains échos des dieux et déesses adorés anciennement par les peuples celtes. Du reste, il est bien connu que de nombreux saints et saintes ne sont en réalité que des transpositions dans le cadre de l'imaginaire populaire chrétien d'antiques dieux païens. Saturne est devenu ainsi Saint Saturnin, Dionysos Saint Denis, Sophia Sainte Sophie, Mars Saint Martial, Apollon Saint Apollinaire, etc. De la même manière que la coutume paysanne de l'escalade du mât de Cocagne constitue vraisemblablement un atavisme d'ancestraux rites d'ascension chamanique, ou encore que le jeu de la marelle pratiqué encore dans les cours d'école représente un cheminement archétypal tout à fait ésotérique et initiatique, partant de la terre en direction du ciel, en passant par 7 étapes, à l'image du franchissement des 7 orbes planétaires ou de l'échelle mitriaque faite de 7 degrés. Sait-on également que le personnage du Petit Poucet est un souvenir lointain du grand dieu hindou de la lumière et du feu, Agni, lui qui à plusieurs reprises est surnommé l'homme de la grandeur du pouce, dans le Rig Veda, où il est revêtu dans certains hymnes des mêmes attributs symboliques que notre héros de conte pour enfants? Sait-on que Blanche-Neige incarne la psyché humaine, que son empoisonnement correspond à l'oubli de sa condition édénique originelle, comme Ève, elle croque la pomme maudite tendue par la mégère, qui, tel le serpent génésiaque, représente le principe d'individuation, l'ego narcissique qui se regarde constamment dans le miroir. Que les 7 nains sont les puissances ontologiques infrahumaines dont il faut progressivement se défaire, que le réveil via le baiser du prince charmant figure l'illumination intellectuelle provoquée par le souffle du spiritus, pneuma, et que leur mariage heureux marque la réintégration finale à l'état d'être paradisiaque? Voici, dans la même veine, ce que professait le fin linguiste et indianiste Paul Regnault au sujet d'une autre grande figure des légendes de nos contrées. Ouvrez les guillemets. Cendrillon, la dédaignée, la méprisée, la souffre-douleur, dont les vêtements sordides dissimulaient la beauté et qui se voit, malgré la condition de son père, contrainte de vaquer aux travaux les plus abjects du ménage, est une image féminine, comme son nom le suggère, de la libation obscure ou du feu caché sous la cendre, dont l'éclat brillera au moment où elle sera unie à la personnification masculine du feu sacré, au héros qui représente Agni, quand viendra l'heure où le sacrifice s'allume. Fermez les guillemets. Il va sans dire que cette liste d'exemples pourrait être indéfiniment prolongée. Toutefois, elle montre que, bien que partiellement déformés par l'usure du temps, les récits et traditions populaires restent toujours porteurs de significations supérieures. Le peuple, sans se rendre vraiment compte de la sagesse et de l'universalité cachée derrière ses propres pratiques coutumières, garde et perpétue au fil des générations, parfois sous les reliquats très dégradés d'un folklore sans âme, d'authentiques mines de symbolique traditionnelle, de thématiques initiatiques et de vérités métaphysiques. Par plaisanterie, nous dirons que les contes et légendes, connus pour endormir les enfants, servent surtout à éveiller les adultes. En nous basant sur ce vaste matériau, à la fois mythologique, religieux, architectural et folklorique, nous tenterons de dégager les grands thèmes, enseignements et symboles primordiaux que l'on rencontre chez toutes les formes traditionnelles qui se sont succédées dans l'histoire. Nous nous focaliserons dans cet essai sur les nombreux mythes, à la forte teneur initiatique, qui présentent sous diverses formes des parcours ou des voyages parsemés d'épreuves, voyant graduellement un héros se déplacer de ce monde à l'autre. Cela nous permettra de voir qu'il existe une réelle cohérence
et une unité transcendante entre toutes ces aventures mythologiques, et de nous pencher finalement sur l'inévitable et épineuse question de leur source commune.